Monsieur le ministre des Finances, on vous invite de venir au podium pour nous donner quelques éléments de réponse à la question posée par le député Jacques, je veux dire. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de lire la question et avant de tenter d'y répondre. À Monsieur le ministre des Finances et du Budget, conformément aux dispositions des articles 144 et 145 de la Constitution et 149 et 159 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai le plaisir de vous adresser une question d'actualité relative à la pandémie du coronavirus. L'évolution récente de l'économie fait ressortir des défis majeurs qu'il faut relever et qui s'expliquent par une très faible performance et surtout une situation de finances publiques beaucoup plus mitigée au regard de la collecte des recettes réalisées par les régies financières. Aussi, il convient de noter que le Tchad fait face aujourd'hui non seulement à une crise conjoncturelle marquée par des chocs exogènes rendant difficile la prise en charge des dépenses courantes, mais aussi à celle accentuée par l'apparition du virus coronavirus, où les mesures restrictives sans précédent sont prises pour faire face à ce virus. Ces mesures concernent la fermeture des frontières terrestres et aériennes, entraînant de facto l'arrêt des transactions commerciales créatrices de richesses, tant au cordon douanier qu'au niveau interne. À cela s'ajoute la chute vertigineuse du prix du pétrole qui est aussi autour de $39, occasionnant une perte significative des recettes pétrolières attendues au titre de l'année 2020. Le Tchad s'est ainsi préparé pour une guerre sanitaire, évidemment pour lutter contre ce virus, mais doit aussi se préparer pour une guerre économique pour contrôler les conséquences du confinement décidé sur l'économie nationale, sur l'économie tchadienne qui tournera au ralenti. Mais il est à constater que les opérateurs économiques font face à des difficultés économiques et financières dans la mesure où le ralentissement, voire l'absence de transactions commerciales impactera négativement non seulement l'économie dans son ensemble, mais aussi les recettes budgétaires. Au demeurant, le gouvernement a indiqué avoir consacré 15 milliards à la lutte sanitaire contre le virus. Dans ce contexte de crise où des mesures sont déjà annoncées, la représentation nationale voudrait savoir comment le ministère des Finances et du Budget entend-il financer cette lutte dans la mesure où les crédits budgétaires 2020 affectés pour les dépenses liées aux catastrophes nationales ne sont pas prévus à hauteur du montant indiqué. Dès lors que les transactions commerciales et financières sont restées ou contenues à leur simple expression, quel dispositif exceptionnel entend prendre le ministère des Finances et du Budget pour apporter un appui aux opérateurs économiques, notamment en ce qui concerne le report des charges fiscales, bancaires et sociales, le soutien ou le report d'échéances bancaires, le report des échéances de cotisations sociales? Quelles sont les mesures qui seront prises pour résorber le déficit net de la mauvaise collecte des recettes tant domestiques que du pétrole? Le ministère, au regard de la chute drastique des recettes qui sera observée dans les mois à venir, sera pris entre le taux des engagements sociaux du gouvernement et celui de la santé de la population. Et dit le ministre des Finances pour rassurer les travailleurs. Merci. La question a été posée par l'honorable député, le docteur Langamai Ingam Maïbe. Oui. Merci beaucoup. À la question, disons que pendant ces 3 dernières années, le Tchad, comme beaucoup des États de la CEMAC, a fait face à un choc qui est intervenu à partir de la chute des cours du pétrole en 2014, et ce choc a contribué à déséquilibrer nos équilibres extérieurs et commencer à menacer notre position en termes de monnaie. Donc on s'était tous serré la ceinture, l'Assemblée a pris les mesures qu'il faut pour que le Tchad et au-delà du Tchad la CEMAC puisse sauver sa monnaie. Donc pendant ces 3 années, il y avait eu une entente, disons, un consensus général entre les gouvernements, les acteurs sociaux et les législateurs pour que nous combattions la bonne lutte et que notre monnaie soit sauvée. Et le programme FEC avec le FMI qui était sous-tendu par cela allait arriver à son terme à la fin du mois de juin, et nous devions consacrer nos énergies et notre activité pour une remobilisation
et pour que nous passions dans peut-être un autre programme ou bien une autre dynamique créatrice de richesse et de développement économique. Pendant qu'on était sur cette bonne lancée, cette crise de coronavirus est arrivée avec les mesures quand même importantes en termes de santé prises par tous les gouvernements du monde, et il y a eu également un peu de mésentente, si je puis dire, au niveau de l'OPEP et de l'OPEP+, qui ont contribué à ce que le cours du pétrole chute. Nous avons la crise sanitaire, la fermeture des frontières terrestres aériennes, et au-delà de ça, l'arrêt des activités économiques dans beaucoup de pays. Et en plus de cela, il y a eu une surproduction pétrolière. C'est la première fois où la demande pétrolière a baissé parce que tout le monde ne circulait plus. Et en même temps, il y a des pays qui ont mis sur le marché d'autres, donc il y a eu un choc sur la demande et un choc sur l'offre. Et résultat, les cours ont chuté. Comme le cas tire une partie de ces recettes du pétrole, cela nécessairement devait avoir un impact sur notre capacité. Notre budget qui était arrivé à l'équilibre avec les quelques financements extérieurs qu'on avait, va accuser un déficit pour le moment que nous avions estimé nous-mêmes au ministère des Finances et qui a été agréé par le FMI de l'ordre de 200 milliards. Ces 200 milliards, toute cette période depuis que les déclarations de soutien à nos économies ont été formulées par le FMI et la Banque mondiale, nous avons négocié et nous sommes parvenus à un premier déblocage avec le FMI d'une facilité rapide de crédit de 115 millions de dollars qui va ensuite être complété par un autre déblocage vers juillet, mi-juillet. Et ensuite, nous avons également obtenu un report de quelques échéances de la DTFMI, des échéances du FMI, et ça va suivre avec la Banque mondiale. Je pense que vous avez suivi aussi les discussions qu'il y a au niveau du G20, où globalement les créanciers internationaux consentiraient sous réserve des discussions à ce que les dettes des pays africains soient allégées, y compris la Chine qui serait mieux, qui envisagerait au niveau du, en tout cas accepter qu'il y ait des allègements au niveau du G20. Donc tout l'agenda international des institutions internationales est assez bousculé, donc les choses évoluent de jour en jour, donc à cela me tient. Donc nous avions un déficit de 200 milliards qui va être complété par des appuis budgétaires, comblé par des appuis budgétaires de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et d'un certain nombre d'autres institutionnels, et la partie qui aura manqué, nous allons nous mobiliser pour qu'à l'interne nous ayons un certain nombre de facilités. Tout cela, c'est avant qu'il y ait la prise d'un certain nombre de mesures sociales et économiques par le chef de l'État lors de sa déclaration en faveur des populations et en faveur des entreprises. Nous travaillons d'arrache-pied pour satisfaire à 100% les engagements pris par le chef de l'État, parce que ces engagements sont très indiqués pour donner du pouvoir d'achat et du mot à nos populations et à nos entreprises. Pour ce qui est des opérateurs économiques et des entreprises, quelles sont les mesures qui sont déjà prises? Les mesures déjà prises, c'est un allègement de 50% de la patente. La patente, c'est un impôt, disons, fixe, qui est une fraction du chiffre d'affaires de chaque entreprise, qui a un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de CFA. Donc toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions payent la patente, et la patente va être allégée de 50% de son montant. Pour ce qui est des autres entreprises, les petites, elles payent l'IGL. Toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions sur toute l'étendue du territoire sont soumises à l'IGL et ne vont plus contribuer à l'IGL. Et au-delà de ça, le chef de l'État nous a instruit d'examiner avec beaucoup de bienveillance et au cas par cas la situation des entreprises ou des secteurs qui seraient touchés par les mesures qui ont été prises. L'un des premiers secteurs, c'est le secteur du transport aérien et le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Nous sommes en train d'examiner nous-mêmes et avec les banques pour soumettre des propositions, des décisions au gouvernement et au cas par cas. Donc nous y allons arriver
est-ce que c'est prenable? Nous nous battrons pour que tout cela puisse être fait sans que cela ne gêne les engagements normaux ou bien sociaux de l'État et les autres engagements économiques qui ont été contenus dans le budget de l'État. Pour ce qui est de la pandémie elle-même, le gouvernement a adopté un plan de contingence de 15 milliards. Pendant que nous avions un certain nombre de connaissances et d'appréciation de la pandémie, les choses partout au monde ont évolué. On connaît au jour le jour, la science avance, la science médicale avance, nous avons une meilleure connaissance. Ce plan de contingence déjà été évolutif. Je pense que le ministère de la Santé et un certain nombre de ministères travaillent sur une possible mise à jour et un rehaussement de ce plan de contingence à la dimension des difficultés qu'on a et aussi des engagements pris par le chef de l'État, surtout en faveur d'une prime spéciale à consacrer au personnel soignant qu'il faille intégrer dans le plan d'urgence. Il y a aussi des mesures sociales relatives au capital d'essai, au salaire et aux primes de départ en retraite d'un certain nombre de fonctionnaires et d'agents décédés de l'État. C'est en train d'être mis en œuvre. Les services du Trésor et des finances en général sont en train de travailler sur cette situation. Nous pensons que d'ici la fin de la semaine, on pourra apprêter les dossiers pour éventuellement les mettre en paiement. Ensuite, pour les jeunes, on aura l'occasion, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, de venir devant vous. Un projet de loi consacrant la création d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes a été déposé auprès de Madame le ministre EGG. Ça va faire son cours avec la célérité qui s'y est pour que ça arrive devant la représentation nationale et qu'elle se prononce sur la pertinence du projet et sa mise en œuvre éventuelle. Il s'agit de créer un fonds de 30 milliards. Nous avons l'adhésion complète des banques qui acceptent de prêter jusqu'à 30 milliards aux projets présentés par les jeunes sur toute l'étendue du territoire pour des besoins de solidarité territoriale et de genre. Chaque province aura au minimum 1% des prêts, c'est-à-dire au moins 300 millions par province. Parce que on a 30 milliards, 1% ça fait 300 millions, donc chaque province au moins 300 millions, avec pour chaque province un plafond de 8% pour qu'il n'y ait pas de province qui capte tout, et pour que N'Djamena ne capte pas la totalité aussi, pour N'Djamena se plafonner à 50% de l'enveloppe globale, et en même temps il est exigé qu'au moins 30% soit consacré à des projets présentés par des jeunes femmes ou bien des jeunes filles. Voilà pour ce qui est du projet. Et ce projet, nous espérons apporter les garanties et les financements nous-mêmes, mais auprès de certaines institutions internationales aussi, nous sommes assez optimistes qu'on puisse mobiliser des fonds qui vont être un peu prêtés en quelque sorte à des taux très raisonnables aux banques pour que les banques en retour prêtent ça aux jeunes. Donc on y arrivera. En même temps, nous avons aussi convenu avec les banques de payer 110 milliards aux fournisseurs de l'État, pour la plupart domiciliés auprès des banques. C'est une opération circulaire et vertueuse en ce sens qu'elle permet aux banques de recouvrer une partie ou bien des prêts ou bien des avances qu'elles ont faites aux opérateurs économiques, ce qui va améliorer le bilan des banques, donc leur capacité de prêt au profit de l'économie dans son ensemble, et en même temps de générer des impôts pour le profit de l'État, et ces impôts vont permettre de rembourser les banques. Voilà la mécanique circulaire que nous espérons qu'il puisse se mettre en place. À fin mars, à la fois pour ce qui est des impôts ou bien des douanes, nous avons réalisé tous nos objectifs en termes de recettes. Pour le mois d'avril, c'est le premier mois où on aura un mois complet sous mode de coronavirus. On va voir la tendance, comment ça se passe. Les impôts sont de divers ordres. Il y a des impôts qui sont à la charge des entreprises. Il y a des impôts que les entreprises collectent,
mais qui ne sont pas à leur charge parce qu'elles sont juste redevables légales, mais elles ne sont pas redevables réelles. Donc quand il y a une pandémie, ou bien la tendance globale, c'est qu'on demande à gauche, à droite un peu tout et son contraire. Donc nous allons regarder les choses une à une et avec beaucoup de discernement et beaucoup de prudence pour qu'il n'y ait pas d'échecs en blanc ou bien d'échecs indus qui puissent être versés. Je voulais aussi rappeler qu'il y a évidemment des secteurs qui ont été touchés et qui souffrent, mais il y a des secteurs aussi, ça arrive comme ça, il y a des secteurs aussi qui se portent mieux maintenant qu'avant. Donc je ne vais pas les citer, mais il y a des activités qui deviennent plus prospères et qui sont plus rentables et qui doivent contribuer à compenser un petit peu le manque qu'on aura enregistré sur d'autres secteurs. Voilà et nous surveillons également le cours du pétrole, cette année comment on va l'aborder et également quelles sont les projections. Et évidemment, les agendas internationaux sont tels que nous demandons. Ça a été une exigence ou bien une demande formulée par le chef de l'État de son adresse à la nation. Nous plaidons aussi pour qu'il y ait une annulation complète des dettes africaines et particulièrement des dettes tchadiennes. Donc c'est sur tous les dossiers que nous travaillons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Voilà, s'il y a des questions encore plus précises ou bien si j'ai des omissions, je pourrais encore répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais demander au député Dr Jacques d'intervenir en très peu de temps, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, pour permettre aux membres du gouvernement d'apporter quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour tous ces éclairages. Peut-être que vous n'avez pas répondu à la dernière question. Qu'est-ce que vous dites pour assurer les travailleurs, puisque il y a beaucoup de mesures. Alors est-ce que les travailleurs vont rester tranquilles, surtout nos partenaires sociaux? Est-ce qu'ils peuvent rester tranquilles sans pour autant être gênés? Parce que là, c'est là le plus important. Monsieur le ministre, vous avez donné beaucoup d'informations, mais peut-être que même si la question n'a pas été posée, au-delà des 15 milliards qui sont annoncés, où nous avions dit que ça n'a pas été prévu comment vous allez le financer, mais néanmoins, nous voyons à la radio, à la télé, qu'il y a au moins un fonds quelque part, un fonds spécial quelque part où beaucoup de gens contribuent. Alors vous n'avez pas effleuré, parce que nous, on ne manquera pas de vous demander dans l'avenir de nous dire au moins le point sur tous ces fonds qui sont, que chaque jour on voit à la télé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tout ça, c'est vous qui le savez. Parfois, le ministre EGP vous remet même main à main les chèques qui sont donnés. Donc, vous n'avez pas parlé de cela. Ne serait-ce que peut-être nous dire, oui, vous avez ce fonds et comment vous êtes en train de faire de ces fonds. Donc peut-être c'est juste ça la question que je pourrais poser. Monsieur le Président, je n'ai pas dépassé 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je veux inviter d'abord le ministre de la Communication pour venir donner quelques éléments de réponse aux préoccupations soulevées par certains députés, et ensuite au ministre des Infrastructures, et si nous avons encore du temps, évidemment, poser quelques questions au ministre des Finances, avant de pouvoir
aller vers la clôture. Monsieur le ministre de la Communication. Je suis tellement satisfait parce que je trouve qu'il y a beaucoup de députés ici présents qui s'intéressent à la communication. Et comme l'aîné de la profession a dit, c'est pas que la communication joue un rôle essentiel, mais je voudrais lui dire aussi que nous sommes au cœur même de ce programme, au cœur de coronavirus. Donc ce qui fait que nous avons carrément bousculé notre grille de programme et nous nous sommes retrouvés partout, pas seulement au niveau des radios publiques et des télévisions publiques, mais même au niveau des radios privées. On se retrouve avec 70% à 80% d'émissions consacrées sur le coronavirus, et c'est là tous les jours. C'est vrai que tacitement je suis porte-parole de la cellule parce que je suis le porte-parole du gouvernement, mais je suis le rapporteur général de la cellule. C'est juste la précision que je voudrais apporter. Le président Kebzabo a posé la question de savoir, ou bien il a constaté qu'au niveau de la cellule de la commission communication et sensibilisation, les attributions qui lui sont dévolues sont tellement maigres. C'est vrai, mais comme nous l'avons dit, même le plan de contingence est dynamique, donc il n'est pas statique. Et on avait dit initialement, avant même d'engager les premières mesures, que nous sommes inscrits dans une logique dynamique avec des réaménagements, des réévaluations et des réajustements de nos mesures chaque fois que les besoins en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc la cellule communication ne se limite pas seulement au call center, le 1313, ni également à quelques attributions, mais la commission encadre toutes les actions de la communication menée au niveau de nos organes, des entités publiques et privées. Et à ce titre, ils produisent régulièrement des quotidiens, des bulletins, ils produisent régulièrement des rapports et hebdomadairement des rapports d'étape qui nous permettent d'analyser. Vous avez également évoqué la question du monitoring. On ne se limite pas seulement à enregistrer le monitoring, mais le monitoring, si on l'enregistre, c'est pour l'analyser et pour évaluer notre part de contribution dans cette dynamique, dans cette lutte contre le coronavirus. Et donc, vous aurez le temps, peut-être qu'en dehors de ces salles, on va vous présenter tout le travail que le monitoring est en train de faire, tous les rapports qu'on enregistre, on les analyse, on les évalue et on assure le suivi pour voir la tendance de notre impact communicationnel sur les habitudes des populations. Donc parfois la courbe aussi, ça monte, ça grimpe, vous aurez le temps de déchiffrer ça quelque part après la séance si vraiment vous êtes dans le besoin. Ça c'est l'aspect médiatique, c'est vrai. Je l'avais dit aussi, vous ne faites que reconforter à ma position. J'ai dit que dans cette lutte, aucune contribution n'est de trop. La maladie ne choisit pas sa cible. La maladie, la pandémie ne cherche pas à attaquer les députés, le président de la République, les membres du gouvernement. Elle ne choisit pas sa cible, mais elle attaque toute personne. Donc à ce niveau, on a demandé la contribution de tous, y compris les radios privées, les télévisions privées et les journaux privés, qui sont en train de faire un travail énorme, un travail nationaliste, si je permets le terme. Et je dis que par rapport à une lutte qui touche tout le pays, qui n'exclut personne, il y a ce qu'on appelle l'union sacrée. Il y a le sacrifice de chacun, il y a la contribution de tous. Et donc, dans un premier temps, au lieu de penser tout de suite aux moyens, on doit tous se mettre ensemble pour contrer cette maladie-là. Et donc, c'est vrai que les efforts sont en train d'être faits. Nous ne les ignorons pas, mais pour l'instant,
il faut un sacrifice pour parer au plus pressé. Et donc, je n'ignore pas les efforts qui sont faits par les radios privées, les télévisions et les journaux, mais c'est un sacrifice national qu'on ne nous amène pas à placer d'abord le matériel avant ce sacrifice. Mais s'il y en a, on n'hésitera pas à mettre à la disposition des radios, que ce soit privé ou public. Mais pour l'instant, je salue parce que quand nous avons commencé le travail de prévention, on n'a pas demandé, on n'a pas donné un mot d'ordre à ces radios-là. Ils ont compris que c'est une nécessité de prendre part à cette dynamique, et toutes les télévisions, que ce soit privées ou publiques, les radios, tout comme les journaux, se sont donnés eux-mêmes pour aller au front combattre cette maladie. Donc je salue vraiment cet effort-là, mais s'il y a quelque chose à partager, on n'hésitera pas à le faire. Cela ne veut pas dire que nous les avons omis. Donc que ça soit à ce niveau clair, parce que le gouvernement n'est pas dans la science-fiction, nous sommes dans les réalités, et donc chaque fois qu'il y a quelque chose, on essaiera de l'étudier, de l'évaluer, de l'examiner et de prendre les décisions qui s'imposent. C'est vrai que certaines mesures ont vu des réajustements et on l'avait prévu nous-mêmes. Nous sommes solidaires au niveau du gouvernement, nous harmonisons nos positions, et quand un ministre sort, c'est au nom du gouvernement. Il n'est pas exclu, si vous entendez des arrêtés par-ci par-là, les mesures sont communiquées, c'est des mesures fortes, mais c'est des mesures qui doivent aussi être encadrées par des actes réglementaires, et c'est pour cette raison que vous voyez des actes signés, des arrêtés signés par les différents ministres. Donc pour vous rassurer à ce niveau que nous sommes solidaires, on parle le même langage et les mesures sont prises collégialement sous haute instruction du chef de l'État. L'encadrement dont vous parlez, nous avons fait un effort au niveau du gouvernement, parce que tout de suite, quand la pandémie a été annoncée tout autour de nous, au niveau des pays voisins, nous avons travaillé avec les PTF, les partenaires techniques et financiers, qui nous ont proposé un plan de formation à l'endroit des journalistes. Donc toutes les agences spécialisées des Nations Unies qui sont ici chez nous se sont entendues, et on a eu également une formation au niveau de la cellule communication où toutes les organisations fêtières faisaient partie. Donc chacun a bénéficié de cette formation exclusivement liée au coronavirus pour avoir les éléments de langage et comment traiter les éléments éventuellement. Donc c'est un effort qui est fait par le gouvernement, et donc à ce niveau, plutôt de dire que le gouvernement n'a pas fait grand-chose, on devrait plutôt le remercier. La ligne éditoriale parfois de certains organes les contraint également à avoir une certaine position. Nous ne leur tenons pas rigueur, c'est des radios et des journaux privés, mais nous avons constaté que franchement, de tout cœur, il faut les féliciter, et que tout le monde s'est rangé sur la même ligne droite dédiée par le gouvernement. On a parlé un peu en dehors de la communication qui n'est pas. C'est pour cette raison que nous avons dit les réunions, on ne les tient pas pour les tenir. Si on tient des réunions avec vous, les chefs de partis politiques, les députés, les leaders d'opinion, les leaders des confessions religieuses, c'est une manière de les amener à leur tour, de relayer les informations, parce que nous connaissons votre influence sur la population, et donc c'est pour cette raison qu'on tient des réunions. On ne les tient pas pour les confiner à notre niveau, mais on vous donne des messages pour aller vers vos électeurs, vers les populations, pour leur expliquer le bien fondé des mesures prises par le gouvernement afin qu'ils puissent changer de comportement. Donc les réunions pour nous sont indispensables, et elles sont inclusives. On n'a oublié aucun acteur politique, aucun acteur social, aucun acteur économique. Tout le monde y était associé, et c'est pour cette raison qu'on est en train de compter maintenant les résultats. C'est vrai qu'on ne dit pas que tout est rose. Nous avons également nos défaillances, on les reconnaît au niveau du gouvernement,
Et la perfection n'étant pas de ce monde, c'est pour cette raison qu'on a demandé la contribution de tous. Et nous sommes en train d'aller vers une forte communication sociale. Et donc la forte communication sociale intègre beaucoup plus les leaders d'opinion, l'arrière-pays, les gouverneurs, les administratifs et les autres services déconcentrés de l'État. Pour ce qui est on a parlé un peu, monsieur le député Saleh Kebzabo est revenu sur la question posée par madame la députée Fatima Tchombi sur les jeunes. Comme je l'avais dit, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation et déjà le programme de cours à la maison ou bien de cours à distance sont déjà mis sur le chantier et sont diffusés à la radio, à la télévision. Et nous ne pensons pas seulement à ceux qui sont sur le bouquet, parce que nous estimons que quand on envoie nos émissions, il y a au niveau des provinces des relais et il y a également des radios communautaires qui poussent. Donc au niveau de l'audimat, au niveau du sondage, nous sommes parvenus à réaliser déjà 85% des populations jeunes atteintes par ce programme de travail. Maintenant, la gestion des enfants à la maison, nous sommes des chefs de famille responsables, nous vivons une situation très dramatique et donc comme on s'est confiné, on a eu de nouvelles habitudes par rapport à cette maladie. Les enfants doivent nous comprendre, mais ils ne peuvent pas constituer des bombes, comme l'a dit monsieur le député Saleh Kebzabo. Vous êtes un chef de famille, vous avez plus d'expérience, vous avez toujours géré la famille dans les bonnes conditions et je crois que par rapport à cette situation-là, nous souhaiterons que cette situation ne perdure. Mais maintenant qu'elle est en face de nous, il faut savoir gérer la famille et on n'a pas autre choix que de demander à ce que les enfants soient confinés. Maintenant, le gouvernement est en train de travailler sur d'autres mesures pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Les scénarios sont proposés au niveau du gouvernement par le ministre de l'Éducation nationale et celui du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes en train d'envisager, par rapport à cette évolution de la pandémie, s'il est possible de rouvrir les écoles. Mais là, la question est encore sur la table, elle est en examen. Je ne peux pas me permettre de vous donner une réponse positive. Donc, je vais peut-être embrayer sur quelques questions posées. Juste quelques 2 minutes. Qui concernent un peu ma collègue. Je vais passer la parole à votre collègue après. Merci, monsieur le président. Je embraye juste sur quelques questions posées à ma collègue de commerce, juste pour apporter une précision. Le président Saleh Kebzabo a beaucoup insisté sur la libéralisation de l'économie. La libéralisation de l'économie n'exclut pas le contrôle sur les produits de première nécessité. Le gouvernement doit exercer sa souveraineté sur certains prix, même si à cette libéralisation, nous sommes amenés quand c'est des produits de première nécessité qui touchent nos populations. Le gouvernement est en mesure de venir et de porter des corrections. Pour vous donner une autre information, on n'est pas resté sous nos lauriers. Il y a une brigade économique qui est en train de travailler par rapport aux agissements de certains commerçants véreux sur le marché. Et donc, nous sommes en train de travailler sur l'homologation des prix et sur la réglementation des prix au niveau du marché parce que nous estimons que la hausse, l'inflation ne se justifie pas pour la simple raison que nous avons cette chance-là en dépit de cette pandémie, en dépit des fermetures de frontières. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a jugé la question de l'alimentaire très urgente et c'est pour cette raison qu'il a appelé son homologue camerounais pour ouvrir un corridor pour les produits de première nécessité. Donc le trafic est intense entre le Cameroun et le Tchad, les produits entrent régulièrement, il n'y a pas de raison qu'on constate des prix, des flambées des prix, et tant pour les matériaux de quincaillerie que pour les produits alimentaires. Nous avons aussi la chance de constater ces derniers temps
que les populations s'adonnent beaucoup plus à l'agriculture. Ce n'est plus l'agriculture de subsistance, mais une agriculture qui est même commercialisée. On sort à 4 h du matin, on voit des gens qui quittent la berge, d'autres qui quittent leur champ, et donc il y a même la pratique de la culture de contre-saison. On n'attend pas seulement la saison de pluie pour produire, mais même pendant cette période morte, on voit des denrées alimentaires en abondance sur le marché. Donc raison de plus pour dire à ces commerçants véreux qui vont être traqués, parce que les sanctions sont prévues, ils vont être traqués pour essayer de remettre la balle sur terre. Donc Monsieur le Président, il y a une autre question plus préoccupante posée par un autre député sur les journalistes qui sont traqués. Je crois que quand on travaille, quand le gouvernement travaille, il ne faut pas que certains nous suivent en écho. Pour la simple raison que nous sommes soucieux en tant que professionnels. D'abord, avant d'être ministre, nous sommes soucieux de notre corporation. Et donc, quand on vous donne les informations, il faut le vérifier auprès des sources officielles. Aucun journaliste n'a été traqué par rapport à tel son papier ou bien parce qu'il a été. C'est extrêmement, c'est archi faux, et ça je mets quiconque au défi de me le prouver. Moi j'ai pris le soin, dès que la mesure est tombée, avant la décision de communiquer que vous avez cité de la Hama, puisque j'avais la chance moi d'être dans la commission, donc dès que la mesure est tombée relative au couvre-feu, j'ai appelé l'organisation fêtière qui est l'UJT, son président, pour lui faire savoir que voilà, il y a des mesures contraignantes qui sont prises, et donc dites à toutes les organisations de se préparer en conséquence, et que j'ai eu le quitus de la gendarmerie nationale, de la police nationale, comme quoi les journalistes ne seront pas considérés par rapport à cette mesure-là. Donc exclusivement pour les autres, et pour les journalistes et les autres services essentiels qu'on a listés, qu'on ne peut pas tout mettre sur la place publique, tout le monde va à ses occupations. Donc le même jour, par rapport à cette inquiétude, j'ai intervenu auprès du président de l'UJT qui a relayé ces informations-là, et les radios ont travaillé normalement et ils ont respecté leur programme. Par la suite, il s'en est suivi la distribution des badges et des coupe-fils. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu de problème. Donc juste pour vous rassurer, et donc si pour ne pas être prolixe, Monsieur le Président, je crois avoir répondu à quelques questions d'inquiétude. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'invite le ministre des Infrastructures pour quelques éléments de réponse aux préoccupations de mesdames et messieurs les députés, surtout sur le transport urbain et autres, lesquels les députés estiment que si vous autorisez les taxis à circuler avec 2 à 3 personnes, pourquoi pas les bus ou autres, peut-être que ça paraît anodin, mais bon, je pense que c'est bon quand même d'essayer de comprendre. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour les questions posées jusque-là concernant le transport, pour les 3 intervenants, le député Kevzabo, le président du groupe parlementaire RDP, il y a également le président, le député Nobo Djibo. Toutes ces questions sont liées à l'interdiction donc du transport, où nous disons que c'était quand même une décision conservatoire, donc pour que les mesures de propagation donc soient, disons, faut bien limitées. Et déjà, par rapport à cette mesure-là, connaissant le transport en tant que tel qui est un vecteur, donc rassemblant plusieurs personnes, pour la question déjà, ou bien l'exemple donné par le député Nobo Djibo, déjà avec le passage de notre compatriote qui est venu de Dubaï jusqu'à Abéché, cette transmission qui a été faite, si c'était encore dans un bus,
ça allait être encore donc beaucoup plus important que cela. Et donc c'est juste pour dire que c'est des décisions prises pour ne pas, pour arrêter, ou bien pour, comme on a dit, comme mesure conservatoire, mais cela ne dit pas que ça va être bloquant. Au fur et à mesure, donc, on essaiera donc de faire une évaluation, auquel cas où nous trouvons qu'il est nécessaire de revoir un peu à la hausse, laisser quelques bus et tout ça, donc au moment venu, on essaiera par exemple là de donner cette situation. C'est juste pour dire également que cette décision, avant qu'on la prenne, on avait également échangé beaucoup plus avec tous les syndicats des transporteurs, que ce soit urbains ou interurbains, et voir donc la nécessité également à cette discussion. Donc il y avait aussi donc nos collègues donc de la santé, c'était autour donc du comité donc du veille, du président du comité du veille, et donc toutes les possibilités ont été disons posées, et finalement nous avons trouvé que la décision la plus demandée pendant ce temps, c'était donc que ce soit du minibus ou encore des bus interurbains, il y a lieu peut-être là donc d'arrêter cela. Et pour les taxis, comme c'est en ville, il y a également donc des véhicules personnels, parce que c'était pas seulement au niveau des taxis. On a pris aussi cette décision concernant même donc des véhicules personnels. Pour un véhicule personnel, on a, disons, on ne peut pas également donc transporter plus que 4 personnes à l'intérieur, donc y compris le chauffeur, et aussi donc pour les taxis. Voilà un peu ça. Donc comme je disais tantôt, c'est des mesures provisoires donc qui feront l'objet d'une évaluation, et au fur et à mesure donc qu'on va évoluer, on essaiera également donc de prendre donc des décisions qui s'imposent. Mais pour l'heure, je pense que cette décision prise par le gouvernement est bien salutaire, et ça a permis vraiment donc de limiter beaucoup plus les dégâts. Monsieur le Président, je pense que pour tous ceux qui ont intervenu par rapport à cela, j'ai pas noté une autre décision, donc une autre question de plus que cela. Donc c'était toujours donc la limitation du nombre de passagers, ou encore pourquoi est-ce qu'on a interdit donc les transports donc des personnes. Donc je pense avoir répondu par rapport à ces questions-là, et on reste toujours disposé à répondre à d'autres questions s'il y en a. Merci. Écoutez, merci beaucoup Monsieur le ministre des Transports. Je pense que le seul questionnement que un des députés avait, c'était par rapport aux engagements sociaux du gouvernement par rapport aux partenaires sociaux. Et je voudrais donner la chance au ministre des Finances, peut-être d'apporter des éléments d'éclaircissement sur la question avant qu'on ne puisse procéder à la clôture de cette séance de questions d'actualité. C'est une première. Et donc, on apprend au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais commencer par la deuxième question. C'est relatif au fonds spécial. En fait, comme vous l'avez remarqué, il s'agit par décret du chef de l'État, il a été procédé à la création d'un compte d'affectation spéciale du Trésor intitulé Fonds spécial de lutte contre le coronavirus. C'est un compte du Trésor qui va être alimenté par des ressources publiques. L'État a mis 3 milliards. Des donateurs privés, nationaux et internationaux vont, j'espère, compléter le reste. Pour le moment, il y a des cotisations qui sont faites, des contributions. Tout est bien suivi dans les règles de l'art, et il y a eu également un décret qui a été pris pour enlever tout ce qui est délai, ou bien sans que ça ne soit
tout en respectant les règles de transparence, de concurrence et de bonne gestion des ressources publiques et des marchés. Nous avions, le gouvernement, à travers ce décret, a pu bénéficier d'un allègement pour ce qui est des délais. Avant un marché, même si tout est réglo, il faut envoyer pendant 2 semaines ou 3 semaines à telle direction, ils ont 2 semaines ou 3 semaines. Donc, avec cette pandémie, personne ne peut atteindre, on n'a pas trop de temps, donc nous respectons les règles de marché public, sauf pour ce qui est des délais d'attente et de réponse. Donc, il y a une accélération. Et c'est ce texte sur lequel nous nous sommes engagés, y compris avec nos partenaires, et qui fait partie intégrante de la lettre d'intention que nous avons signée avec le FMI, quand le FMI a débloqué récemment des ressources autour de la facilité rapide des crédits. L'État s'est engagé à gérer ces ressources dans les règles de l'art et de la transparence qui sied à la gestion des ressources publiques. Pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de dépenses, hein, pour ne pas dire presque il n'y a pas eu beaucoup de dépenses. Nous avons reçu beaucoup de dons aussi en nature de la Chine, d'un certain nombre d'organisations, et avec le budget propre du ministère de la Santé dans un premier temps, c'est avec ça que nous avons commencé à continuer. Ce fonds va être abondé, j'espère, par la Banque mondiale à hauteur d'à peu près de 16 à 17 millions de dollars. J'espère par l'AFD également, qui, de tradition, quand l'AFD met des ressources, il y a des comptes qui sont, il y aura des sous-comptes qui vont être, et ils vont prendre en charge un certain nombre de dépenses, parce qu'ils se positionnent de cette manière, et d'autres institutions aussi. Nous n'avons pas d'inquiétude pour ce qui est de... Le mois venu, on vous présentera, on s'est engagé à un compte qui est soumis aux organes traditionnels de contrôle des ressources publiques, le contrôle d'État, peut-être un contrôle du Parlement, tout ce qui voudrait compter. C'est transparent, nous n'avons pas de... nous profitons surtout pour lancer un appel à la solidarité nationale. Ailleurs, dans beaucoup de pays, peut-être que nous devons encore être plus rapides et plus améliorer notre communication dans ce sens, pour que la solidarité nationale, dans beaucoup de pays, c'est la solidarité nationale qui a contribué à financer cette lutte dans un premier temps, parce que c'est des fonds qui n'ont pas été prévus dans le budget. Et préparer un collectif budgétaire venu devant l'Assemblée, il y avait des règles aussi de rassemblement, le temps que l'Assemblée prenne des mesures qu'il faut saluer maintenant, de circonscrire le nombre qu'on puisse se réunir. Voilà, donc pour ça, cette question est très pertinente, mais nous suivons aussi qu'il y a eu des achats à gauche, à droite, des masques, ou bien il n'y a pas eu de masques qui aient été achetés jusqu'à maintenant, même pas un seul masque, hein, sur ces ressources. Personne ne peut empêcher la propagande, ou bien Pour ce qui est des travailleurs, pour le moment, je n'ai pas de souvenance, nous n'avons pas d'instruction, nous n'avons pas prévu qui est le gouvernement rétropédale ou bien change les engagements qu'il a avec les partenaires. Nous avons signé récemment un protocole d'accord qui progressivement remet les travailleurs, rappelle tout ce qu'ils auront perdu ou bien qu'ils auront apporté contribution à la mise en équerre de notre économie. Cet engagement, nous le tenons. Nous tenons cet engagement et nous tenons tous les engagements qui ont été pris dans le cadre de la loi de finances. Évidemment qu'il y aura plus de dépenses sociales. Il y aura, évidemment, vous savez qu'il y a eu de la guerre. Nous n'avons pas prévu dans le budget, c'est un budget normal de l'armée, dans une situation normale dans laquelle nous vivions lorsque nous avons présenté le budget. Entre-temps, il y a eu les terroristes qui ont attaqué le pays. Et le gouvernement a déployé des forces, des moyens pour combattre ces terroristes et les bouter hors du pays. Tout cela a coûté de l'argent. Donc, arrivera un moment, peut-être d'ici dans les 1 mois, 2 mois, arrivera un moment quand nous aurions cerné l'ensemble des contours de la question, quand l'ensemble de nos partenaires se seront prononcés sur leurs appuis et que nous aurions aussi eu le recul nécessaire par rapport à l'impact économique et social, évidemment, nous devons, je pense, de venir devant l'Assemblée et nous espérons que la situation ne va pas être encore plus dramatique.
S'il y a un effondrement économique total, évidemment tous les Tchadiens vont contribuer. Mais pour le moment, nous prévoyons une baisse de notre PIB. Notre PIB, on l'avait prévu un PIB positif, nous prévoyons une baisse du PIB de 0,1%. Donc le 0,1% avec les appuis budgétaires et avec, on va se serrer la ceinture, nous n'avons pas prévu, avec une baisse presque nulle, 0,1% de moins, nous n'avons pas prévu de toucher aux avantages ou bien aux acquis ni des travailleurs, ni d'autres secteurs sociaux, et ce n'est pas la tendance globale qui était de relancer par la consommation, par les avantages sociaux, et pour être aussi dans la droite ligne de la déclaration et des engagements du chef de l'État, nous n'avons pas prévu de baisser. Il est plutôt prévu pour ce qui est du personnel de l'État qui est engagé dans la lutte contre le coronavirus, de leur trouver des avantages plutôt supplémentaires. Donc voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense avoir apporté quelques éléments de réponse aux deux questions qui m'ont été adressées. Écoutez, Monsieur le Ministre, nous comprenons la difficulté, la complexité dans laquelle le gouvernement est plongé, surtout dans l'exécution du budget 2020. Au vu des crises sécuritaires, la crise sanitaire, la crise liée à la baisse du prix du pétrole, et que sais-je encore, des crises économiques et financières que tout le monde connaît en ce moment. Donc nous comprenons les difficultés actuelles de l'exécution de notre budget. Mais nous comprenons également que le gouvernement est en train de travailler assez dur, faire des efforts nécessaires pour que les partenaires techniques et financiers nous apportent leur contribution afin que nous puissions faire face à l'ensemble de toutes ces crises. Comme vous l'avez dit, lorsque nous allons faire le bilan de l'ensemble de ces apports, et que si ces apports ne sont pas suffisants, il appartiendra au gouvernement et au peuple tchadien de voir ce qu'il faut faire pour faire face à cette crise-là. Nous comprenons précisément de quoi vous parlez et nous vous en remercions. Écoutez, normalement, la question d'actualité, c'est 2 heures du temps. C'est pas beaucoup de temps, malheureusement. Nous attendions plusieurs ministres ce matin. Les 3 ministres sont là, plus la ministre SGG. Malheureusement, le principal acteur, ou bien comment on peut dire ça là, n'est pas arrivé. C'est le ministre de la Santé publique. Ce n'est que partie remise, je suppose. Il y a énormément de questions, les questions du député Rakis, du député Issa Badi, et du député Issa Mardou, je ne sais pas s'il est même dans la salle. Il est là. Donc toutes ces questions sont étaient orientées vers le ministre de la Santé et malheureusement il n'est pas là. Et donc nous allons pouvoir peut-être réécrire encore au ministre de la Santé, puisque le coronavirus n'est pas terminé encore. Il est là encore dans notre pays. Et il aura l'occasion peut-être de venir répondre ça sous forme de questions orales ou bien sous forme d'autres questions. Mais ce sont des questions d'actualité. Parce que le virus est une question réellement d'actualité. Et donc on espère, Madame la Ministre, qu'on aura l'occasion de voir le ministre de la Santé ici pour venir nous donner quelques éléments de réponse. À l'issue de ces questions d'actualité, il y a un député qui nous a fait une recommandation. Ce ne sont pas des résolutions, ce sont des recommandations aux membres du gouvernement qui ont participé ici à ces questions d'actualité. Une des différentes recommandations qui sont faites, je vais lire ces différents points. Le premier point, c'est d'encourager le gouvernement à mettre à la disposition des médias privés et locaux des moyens nécessaires pour la sensibilisation.
ça concerne principalement le ministre de la Communication, au vu du travail que les médias privés et autres font, peut-être les groupes de sensibilisation et autres, il y a un gros effort à faire de ce côté pour que la population tchadienne entière soit vraiment sensibilisée à cette question. C'est vrai, comme vous l'avez dit, certains prennent ça un peu au sérieux, d'autres ne le prennent pas au sérieux, mais le virus est sérieux. Le virus est sérieux. Et donc il faudrait bien qu'ils comprennent en tout cas les mesures prises par le gouvernement. Le deuxième point, ça concerne un peu les dispositions que le gouvernement voudrait bien prendre pour la participation de l'Assemblée nationale dans le comité de veille sanitaire. Je crois que ça s'adresse principalement peut-être à Madame la ministre SGG. Comment faire pour que les membres de l'Assemblée, certains députés, puissent participer en tout cas aux activités du comité de veille sanitaire actuellement. C'est vrai, on en a déjà 2 qui participent dans une commission. Il y a la présidente de la commission de développement rural et le député, le 6e vice-président qui participent. Et donc, bon, est-ce que c'est une nécessité, mais c'est une demande. Est-ce qu'un député ou 2 députés peuvent participer au comité de veille? Ça, c'est au gouvernement en tout cas d'analyser la situation et de voir. Le député Dr Jacques demande à ce que le ministre des Finances, que le comité de veille soumette à la fin de la période de la crise sanitaire à l'Assemblée un rapport sur les opérations relatives à l'exécution du fonds coronavirus et des mesures économiques et sociales prises par le gouvernement pendant cette période. Là également, je crois que ça s'adresse au comité de veille d'une manière générale, ce n'est pas au ministre des Finances lui-même, compte tenu du fonds qui sera géré par le comité de veille et des mesures qui seront prises, les achats et autres qui seront faits. Il demande à ce que ce rapport soit transmis à la Cour suprême, je crois que c'est pour la Chambre des comptes, et de prévenir le gouvernement afin que toute information complémentaire dans le cadre de contrôle et d'évaluation de fonds coronavirus et des mesures économiques et sociales pendant la période de la crise soit mise à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce sont des éléments d'information que nous mettons à votre disposition. Nous allons donc revoir avec les députés et rédiger ça correctement, et puis nous allons vous faire parvenir ça à la ministre SGG pour que cette information puisse être partagée avec les autres membres du gouvernement qui sont concernés directement par les recommandations qui sont proposées par les mesdames et messieurs les députés. Conformément donc à l'article 159 de notre règlement intérieur, les questions d'actualité ne durent que 2 heures du temps. Et donc il est important que nous puissions commencer à temps et puis finir à temps, et qu'on limite le nombre même des participants si nous voulons évidemment que les ministres puissent avoir le temps de répondre aux questions et que les députés également aient le temps de poser des questions. Parce que le temps est tellement court que si vous avez 3 ou 4 ministres, c'est difficile. Donc prochainement, nous allons tout faire pour limiter ça peut-être à 2 ministres. Je crois que c'est largement suffisant pour que les députés aient le temps de poser des questions et puis de répondre et ensuite de poser d'autres questions. Pour d'autres qui n'ont pas eu la chance de poser les questions, je m'excuse. C'est une première séance. Prochainement, on va s'y prendre. Il faudra que les questions soient les plus courtes possibles pour permettre au ministre de prendre le temps de répondre dans un délai relativement court. Je voudrais féliciter mesdames et messieurs les membres du gouvernement. C'est la première fois qu'on le fait, mais je pense que vous vous êtes bien sortis de toutes ces questions. Prochainement, vous serez préparés. C'est 1 fois par mois.
Donc, prochainement, on va se préparer mieux que ça. Je voudrais donc procéder à la clôture de la discussion générale et en même temps lever la séance. La séance est levée.